Il était parfaitement logique que je finisse par vous proposer un focus sur Shockwave. Après tout, il est l'un des Decepticons emblématiques de Transformers, au même titre que Megatron ou Starscream. Il est également logique que je vous le propose étant donné que c'est l'un de ceux que vous m'avez le plus demandé en commentaire. Et enfin, il est logique que pour la dernière vidéo avant les vacances d'été, je vous propose un bon gros focus, alors installez-vous confortablement, car on va repartir jusqu'en 1984 et découvrir l'histoire de Shockwave au fil des ans. Dans la première génération, Shockwave a disons deux versions différentes, celle de la série et celle du comics. Même si d'habitude je fais la distinction entre les deux médias pour les autres personnages que je traite, il est encore plus important que je la fasse ici, tant le Shockwave des comics est différent du Shockwave du dessin animé. Dans les deux cas, il est un Decepticon froid, calculateur, guidé par la logique et mettant de côté toute émotion potentielle. Mais le développement donné à cette description de base fut bien différent d'une histoire à l'autre. Dans la série tout d'abord, Shockwave est ici l'un des Decepticons les plus haut placés et choisi par Megatron pour garder Cybertron durant son absence au début de cette dernière. C'est donc l'un des seuls qui fut laissé sur la planète quasiment morte à ce stade. Shockwave passa alors son temps à développer certaines technologies, à mener diverses expériences, s'assurant toujours que la planète soit sous son contrôle. Il est ici totalement loyal envers Megatron, étant avec Soundwave son élément le plus fiable, efficace et puissant, et ayant notamment joué un rôle central dans la création du pont spatial reliant la Terre et Cybertron. Il est sans doute l'un des Decepticons qui inspire le plus de crainte, Megatron faisant d'ailleurs plus d'une fois ses louanges, ce qui a le don d'agacer Starscream. Même si on ne le voit pas beaucoup dans le film de 1986, il participe à la bataille d'Autobot City et organise plus tard la résistance de Cybertron contre Unicron. A l'origine, c'est à ce moment qu'il était censé mourir, tué par Unicron justement. Cependant, tout comme la mort originale d'Ultra Magnus, cette scène ne fut pas incluse dans le film, laissant donc une question sur la mort ou non du personnage ici. Mais étant donné qu'on ne le revoit pas par la suite, on peut clairement parier sur sa mort. Et d'ailleurs, histoire de confirmer cela, une adaptation du film en comics a été publiée en 2006 par IDW pour les 20 ans de ce dernier, et inclut donc une scène supplémentaire où Shockwave meurt, confirmant assez bien le destin du personnage. Si Shockwave est donc un Decepticon loyal ayant gardé Cybertron pendant plusieurs millions d'années dans la série, son histoire est bien différente dans le comics. Ici, il ne fait pas partie des Decepticons s'attaquant l'Arche et s'écrasant sur Terre, mais malgré tout, il suivit ces derniers en direction de la planète. Étant attiré et déstabilisé par le champ magnétique terrestre, il s'écrase à l'époque des dinosaures. Dans le même temps, l'Arche était déjà écrasée à la surface du globe, il faut le préciser. Dès l'étran 1, l'ordinateur du vaisseau réactive alors 5 soldats Autobots après avoir détecté la présence de Shockwave. Il leur donna donc pour forme alternative des formes de vie présentes à la surface, et vous l'aurez compris, c'est ainsi que naquirent les Dinobots dans le comics. Suite à un affrontement, Shockwave et les Dinobots furent donc plongés en stase et ne se réveillèrent qu'en 1984, en même temps que tous les autres Transformers. Aussitôt réveillé, Shockwave souhaita se débarrasser des Autobots, mais aussi et surtout prendre le contrôle des Decepticons. En effet, il était logique à ses yeux de prendre le commandement car Megatron n'était pas le leader qu'il fallait à son camp. Le leadership fut disputé plus d'une fois entre les deux, Megatron avançant comme argument entre guillemets logique qu'il fallait pour les Decepticons un leader agressif et énergique plutôt qu'un leader froid, calculateur et donc logiquement plus lent. Shockwave trouva cet argument logique et laissa à ce moment les commandes à Megatron. On a donc ici deux visions différentes du personnage, pouvant l'une comme l'autre servir d'inspiration pour de nouvelles versions de ce dernier. Et comme nous allons le voir maintenant, c'est clairement plus les caractéristiques du Shockwave de la série qui perdurèrent dans le temps, même si celles du comic se servirent d'inspiration par moment. La version suivante de Shockwave est finalement la seule à déroger à cette règle. En 2004, le personnage est introduit dans Transformers Energon sous le nom de Shock Blast, un changement de nom dû à une question de droit sur le nom Shockwave à l'époque. Mais vous voyez tout de suite que physiquement Shock Blast correspond bien à Shockwave, mais seulement d'un point de vue physique pour le coup. En effet, Shock Blast est ici un Decepticon instable, violent et ayant été emprisonné par les siens pour avoir attaqué des soldats de son propre camp une fois qu'il n'avait plus d'Autobots sur qui tirer. Sympa. Il se libère durant la série et d'une certaine façon, un peu comme Shockwave dans la G1, dans le comics en tout cas, il essaiera de renverser Megatron en prenant le contrôle d'Unicron, mais toute la puissance de ce dernier se révélera être trop pour lui, et il finit mort écrasé, avant de se voir remplacé quelques temps plus tard par son frère Sixshot, qui malheureusement connut un destin bien tragique également. C'est en 2008 dans Transformers Animated que le vrai entre guillemets Shockwave fit son retour avec un rôle central dans la série. Il est ici en effet un agent secret des Decepticons infiltré sur Cybertron dans les rangs des Autobots. Ayant la capacité de changer d'apparence physique mais aussi de couleur, Shockwave s'infiltre donc dans un premier temps dans l'académie Autobot sous le nom de Longarm. Il y rencontre alors entre autres Bulkhead et Bumblebee et se sert de ce dernier pour accuser Wasp d'être un espion Decepticon. Ainsi, Longarm parvient non seulement à passer pour un Autobot ordinaire, mais il gravit également les échelons avec le temps. Il obtient le rang de Prime et se retrouve à la tête de la Cybertron Intelligence, l'une des places les plus hautes dans les rangs Autobots.
À vrai dire, peu sont réellement au-dessus de lui d'un point de vue hiérarchique, il a alors une certaine proximité, logique, avec le chef suprême Ultra Magnus et est en mesure de contrôler les ponts spatiaux de la planète. Il sert alors d'agent infiltré pour Megatron, lui donnant un certain nombre d'informations concernant les Autobots. Mais petit à petit, il sent que l'étau se resserre autour de lui, notamment après des enquêtes menées par d'autres Autobots sur cette affaire ayant entouré Wasp à l'époque. Blur a notamment comparé la voix de Wasp à celle d'un Decepticon dialoguant avec Megatron et qui était justement cet agent infiltré. Ne voyant aucune correspondance, il a alors cherché dans les bases de données pour établir un lien. De retour sur Cybertron, il rencontre alors aussitôt Longarm et fait l'erreur de lui en parler. Ce dernier l'attaque alors et le piège en l'écrasant. Sachez d'ailleurs que Blur a beau être détruit, son Spark a survécu à cette attaque et il fut reconstruit quelques temps plus tard, après la fin de la série. Sachant que sa couverture était compromise, et en particulier à cause de l'équipe d'Optimus Prime, il décida de passer à l'action en attaquant Ultra Magnus, le blessant mortellement et déstabilisant ainsi tout Cybertron. Avant de repartir aux côtés de Megatron, il enleva Arcee afin de lui extraire les codes du projet Omega. Il retourne alors auprès de son chef, reprenant d'ailleurs au passage ses vraies couleurs, le violet, un caractéristique du personnage. Par la suite, Shockwave fut principalement utile pour construire et faire fonctionner les clones d'Omega sur la Lune, développant au passage une rivalité avec le Gnut, qui voit d'un mauvais œil qu'un autre Decepticon puisse être plus loyal que lui envers Megatron. Bumblebee et Bulkhead parvinrent à l'arrêter, bouclant ainsi l'imboucle, ainsi on peut dire. Ils lui ont indirectement, voire même directement permis d'infiltrer efficacement les rangs Autobots en accusant Wasp, et ce sont eux qui le font prisonnier à la fin de la série. Je pense qu'il faut se rendre compte à quel point Shockwave est un antagoniste central et puissant dans la série. Il a infiltré les rangs Autobots, a atteint le rang de Prime et une place parmi les plus importantes sur Cybertron. Il a également fait en sorte que Wasp soit arrêté à sa place, ruinant ainsi sa vie et participant grandement à sa fin tragique. Il a également piégé Blur et quasiment mis fin à ses jours, blessé mortellement le chef suprême des Autobots avant de donner à Megatron le contrôle de l'arme la plus puissante de la planète, à savoir le projet Omega. Ça, c'est ce que j'appelle un méchant efficace. Contrairement à certains. Mais avant de parler des films, parlons un peu des comics récents. Dans les comics G1 publiés par Dreamwave, Shockwave reprend certains éléments de la série et du comics original, tout en y ajoutant quelques nouveautés. En effet, en plus des caractéristiques classiques, ce comics met en avant un nouvel aspect du personnage, à savoir le fait qu'il soit un scientifique. Dans cette version, Shockwave est, tout comme dans la G1, laissé sur Cybertron après le départ des Autobots et des Decepticons. Durant le temps passé sur la planète, il expérimenta sur d'autres Cybertroniens, mettant au point notamment les premiers Triple Changers, à savoir Blitzwing et Astrotrain. Il poursuivit ses plans et fit route vers la Terre après le réveil d'Optimus et Megatron pour les capturer. Il déclare en effet avoir apporté la paix sur Cybertron, pendant que ces derniers étaient en stase sur Terre, ce qui en soi n'était pas complètement faux. IDW a donné une origine bien plus tragique au personnage. En effet, dans ses comics aussi, Shockwave était à l'origine un sénateur du temps d'avant-guerre sur Cybertron. Il commençait à avoir une certaine influence et à cause de cela, fut emmené dans un institut qui lui enleva son visage, sa main gauche et toute émotion en lui. Il devint alors un cybertronien sans émotion et sans visage. Non, pas ce genre de sans visage. Il se joint alors à Megatron dans les rangs des Decepticons pour renverser le gouvernement cybertronien corrompu, ce même gouvernement dont il faisait partie. Sur Terre, il affronta les Dinobots, tout comme dans le comics G1, tombant ainsi en stase. Il fut découvert et réveillé par des humains à peu près 10 000 ans plus tard. Sa fin dans cette continuité est aussi tragique que ses origines. Dans le comics Dark Cybertron, Shockwave menaça l'univers entier en voulant détruire la réalité telle qu'on la connaît pour la réduire en une singularité, à l'exception de Cybertron qui serait donc alimenté selon son plan pour l'éternité par cette dernière. Il tua alors Bumblebee devant Megatron, acte décisif qui fit basculer ce dernier dans le camp Autobot, ni plus ni moins. Optimus Prime parvint l'espace d'un instant à faire retrouver à Shockwave son esprit de sénateur. Voyant le monstre qu'il était devenu, il demanda à Prime et Megatron de le tuer, et ces derniers s'exécutèrent. Cette fin a beau être tragique, ce n'est pas la fin définitive du personnage dans cette histoire. En effet, il est à ce moment projeté dans le passé, des millions d'années en arrière, mais pour votre bien, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Sachez juste qu'il prend alors l'identité d'Onyx Prime, avant de se retrouver donc dans une boucle temporelle, devant s'assurer que tous les événements se passeraient comme prévu. Étant un Decepticon de premier plan dans l'histoire de Transformers, Shockwave fut bien évidemment intégré au film de Michael Bay, plus précisément dans le troisième film, à savoir Dark of the Moon.
Les bandes annonces le teasaient comme le nouvel antagoniste du film avec un design menaçant, laissant présager un rôle important dans ce dernier. Mais quelle ne fut pas la déception une fois en salle de découvrir que non seulement Shockwave n'était pas si important que ça, mais aussi qu'il ne sert vraiment à rien. Qu'on s'entende bien, avoir Sentinel Prime comme méchant dans ce film n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est même un antagoniste plutôt solide. Mais Shockwave est sous-exploité au point de n'avoir qu'une seule réplique dans le film, aucune interaction avec les autres Decepticons, alors que clairement il y avait la place pour, la scène dans le désert en Afrique aurait pu clairement inclure Shockwave, et une mort expédiée dans le dernier quart d'heure. Son apparition dans le film relève donc au final plus du pur fanservice, comme si Michael Bay nous disait « Vous voulez Shockwave ? Vous l'avez, mais ne comptez pas sur moi pour en faire quelque chose ». Cependant, dans les comics et autres médias dérivés des films, il reçoit un bien meilleur traitement. IDW publia quelques comics lui donnant une place importante avec une apparence et une personnalité proche du Shockwave classique. On y apprend notamment que c'est lui qui tue Jolt entre le deuxième et le troisième film, raison de l'absence de ce dernier dans Dark of the Moon. Il tua également d'autres Autobots mineurs avant qu'Optimus n'intervienne, le blessant gravement. On peut supposer d'ailleurs que c'est suite à ces blessures que Shockwave changea d'apparence pour adopter celle que l'on connaît dans le film. Côté vidéoludique, après une première apparition dans le jeu adapté du film de 2007, c'est dans le jeu vidéo de Dark of the Moon, servant plus ou moins de préquel, que l'on retrouve Shockwave qui a alors déjà son apparence du film. Welcome, Shockwave. It is good to see you fully reactivated, and your timing is perfect. Travel to this abandoned nuclear facility in Chernobyl and retrieve this item. Enfin, sachez que dès Revenge of the Fallen, un petit easter egg teasait potentiellement Shockwave. En effet, lorsque Devastator aspire Skids et Mudflap, on peut voir voler un journal décrivant un mystérieux robot aperçu en Égypte, ayant l'apparence de ce dernier, un easter egg bien sympa pour le coup. Et enfin, dans Bumblebee, on le retrouve avec une apparence plus classique, à la tête des Decepticons avec Soundwave en l'absence de Megatron. Absent du jeu Transformers War for Cybertron, enfin sauf sur DS mais ces versions n'étaient pas les versions disons principales, c'est dans Fall of Cybertron que Shockwave revient par la suite, faisant partie de la continuité alignée. Ici c'est son aspect scientifique qui prime et c'est ce qui le caractérise en premier lieu. Étant à l'origine un scientifique vivant plutôt en marge de la société, il mena diverses expériences, notamment pour créer les premiers Combiners. Il vint vivre à Kaon où il travailla en tant que chirurgien pour les gladiateurs de la cité, et c'est là qu'il rencontra Megatronus, le futur chef des Decepticons. Une fois la guerre commencée, il continua ses expériences, les poussant toujours plus loin, que ce soit pour créer des nouveaux Combiners, les Insecticons, ou encore pour expérimenter sur des Autobots. C'est en effet à Shockwave que les Dinobots doivent leur forme alternative de dinosaures. Malheureusement pour lui, Grimlock échappa à son contrôle, lui arrachant le bras gauche, que Shockwave remplaça d'ailleurs par le bras canon qu'on lui connaît. C'est le même Shockwave que l'on retrouve dans Transformers Prime. Introduit assez tardivement dans la série, vers la fin de la deuxième saison via un flashback puis pour de bon au début de la troisième, il est à l'origine du retour des Predacons, principalement Predaking, à qui il a donné vie dans son laboratoire. Vous l'aurez donc compris, c'est encore une fois son aspect scientifique qui est mis en avant, étant cependant assez puissant pour faire face à plusieurs Autobots à lui tout seul, notamment grâce à son canon et son mode alternatif qui, tout comme dans les films, est un char cybertronien. Souvent en conflit avec Starscream, il est ici totalement loyal envers Megatron, expérimente principalement pour ramener à la vie les Predacons, mais est aussi à l'origine d'autres inventions telles que le lien cortico-psychique qui permet à deux cybertroniens de connecter leurs pensées. Il a également un design clairement plus bulky que le Shockwave classique, en accord avec le style de la série que j'apprécie particulièrement et qui le rend encore plus agressif. Après la mort de Megatron des mains de Bumblebee, il s'enfuit et retourne sur Cybertron avec Starscream avant de se retrouver sur la planète, confronté à Unicron ayant pris possession du corps de leur ancien chef. It cannot be. It defies logic. Il survit assez difficilement à l'attaque des Predacons morts-vivants qui forment l'armée de ce dernier, et on ne sait pas vraiment ce qu'il advient de lui après cela. Il ne fait aucune apparition dans Robots in Disguise, la série faisant suite à Prime, et on ne sait donc pas ce qui lui est arrivé. En 2018, Shockwave a été placé en tant qu'antagoniste majeur de la première saison de Transformers Cyberverse. Il a sous ses ordres les Seekers et d'autres Decepticons tels que Shadow Striker, sur qui il a d'ailleurs fait des expérimentations par le passé. De nouveau présenté comme un scientifique avant tout, il se transforme ici en sorte de canon sur pattes, ainsi on peut dire, et il retrouve une apparence plus classique, largement inspirée de la G1. Enfin, on devrait sans doute retrouver Shockwave dans le comics Transformers actuel, le reboot d'IDW, ayant commencé en mars dernier. Aucun doute là-dessus, il reste simplement à savoir quand. Qu'il soit fidèle à Megatron, ou prêt à renverser ce dernier, scientifique ou espion, sénateur ou machine à tuer, Shockwave est indéniablement l'un des personnages les plus populaires de l'univers Transformer. Que ce soit via son design iconique qui ne varie que peu entre les différents médias, son caractère froid et ses choix tous logiques à ses yeux, ou encore ses différentes histoires dans lesquelles il a pu se développer et devenir un personnage plus complexe. Il sera encore pour longtemps l'un des Decepticons les plus célèbres qui soit, et au vu de son histoire, on peut dire que c'est parfaitement logique.